Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde, bon début du mois de mai et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. Hey, toi, tu as eu une fin de semaine chargée, hein? Tu étais du côté du gala avec une partie de l'équipe d'Attraction Radio et bien sûr, tu étais bénévole et très impliqué dans le Salon du Livre cette fin de semaine. Tout à fait, mais écoute, ça a été une grosse fin de semaine, mais une fin de semaine tellement le fun, tellement enrichissante. Moi, je suis comme encore sur un nuage aujourd'hui, entre autres là, du Salon du Livre, qui a été une édition, en tout cas, pour moi, là, ça a été probablement mon plus beau Salon du Livre depuis que je suis impliquée dans l'organisation. Et on peut pas dire que la fille est rentrée se reposer au bureau ce lundi matin parce qu'elle rentre à 5 heures pour la radio qui commence à 6 heures, qu'elle continue sur l'heure du midi puis qu'elle est encore sur les ondes en soirée. C'est correct. Tu vois, je suis rentrée qu'un rhume puis depuis que je suis au travail, ça va bien. Fait que d'après moi, ça me fait du bien de travailler finalement. Valérie, on va en parler un peu du Salon du Livre, hein? Mélanie Deveau, la directrice générale, elle doit être fière de sa fin de semaine, elle aussi. Marie-Claude Vigneault, elle aussi, elle doit être fière parce qu'elle était responsable du volet jeunesse et ça a été un succès sans précédent là en 2017, le volet jeunesse du Salon du Livre. C'est vers 12h25 qu'elles vont venir nous parler de l'événement. Oui, tout à fait. Écoute, le communiqué de presse, je pense, parle de lui-même. On parle d'une édition inoubliable pour la 33e édition. Donc, on pourra discuter de tous ces moments forts qu'il y a eu pendant le salon. L'achalandage aussi qui a été très, très bon. On parle de 10 150 personnes qui sont venues au salon, que ce soit pour les diverses activités. Tu l'as dit, la tournée littéraire, c'est même pas fini. Il y a encore des auteurs dans les écoles aujourd'hui. Bref, ça a été vraiment une très, très belle fin de semaine. Une belle fête de la littérature. Et parlant d'un communiqué de presse, on a été un petit peu saisi de lire celui du conseil de bande de ITUM, de Ouachat Macmalliotenam ce matin. On remet en question, non seulement on remet en question, mais on renouvelle pas l'entente avec le gouvernement du Québec concernant le saumon de la Moisie. Les Inuits ne toléreront plus que l'accès à la rivière Moisie leur soit limité. Le conseil de bande, en fait, ne veut plus voir là des ZEC, des pourvoiries, le camp Adams géré par d'autres. C'est bien sûr le lien entre les Inuits et la rivière Moisie, c'est ancestral. Et on considère qu'on s'est fait fourrer dans les années au 19e siècle, là, lorsque le gouvernement du Québec a cédé la rivière à des intérêts étrangers, selon les Inuits, pour justement que des riches fassent de l'argent avec les pêches commerciales, avec les Américains qui voulaient venir pêcher le saumon chez nous. Donc, on va en parler avec Jonathan Saint-Onge. Faut quand même pas s'énerver. J'ai venu parler un petit peu ce matin avec le président de l'APRM, l'Association de protection de la rivière Moisie, qui gère quand même d'importantes installations de pêche. Yves Girard n'est pas trop inquiet, parce que pour 2017, il n'y aura pas de changement, mais tout est à revoir par la suite. Jonathan Saint-Onge, conseiller responsable du dossier, vice-chef au conseil de bande de Ouachat Macmalliotenam, sera avec nous dans quelques minutes à 12h15 pour aborder cet important dossier, les remises en question de toute la pêche. Là, au cœur de ce débat-là, pour les Inuits, c'est vraiment la protection de l'espèce. On est inquiet pour l'avenir des montaisons de saumon. Il y a ce voyage magnifique à Nashville qu'ont réalisé les jeunes de l'option musique de l'Institut d'enseignement de cette île. Ils vont venir nous en parler. Hein, eux autres, nous, on diffuse de Nashville à la Côte-Nord, mais eux, ils l'ont fait de Nashville à la Côte-Nord, puis ils sont revenus de la Côte-Nord à Nashville, puis ils sont revenus de Nashville à la Côte-Nord. Alors, Mélissa Chénard et quelques élèves peut-être de l'option musique de l'IESI vont venir nous parler de ce voyage magnifique dans la cité de la musique aux États-Unis, Nashville. En fin d'émission, on parle de Mine Arnaud. C'est notre chronique d'intérêt avec Steve Chapado de la Caisse d'économie Desjardins de cette île. Et il voulait venir nous parler du troisième partenaire qu'on a trouvé du côté de Mine Arnaud et des décisions qui s'en viennent éventuellement concernant le projet de mine d'apatite à ciel ouvert au canton Arnaud à cette île. Steve Chapado sera avec nous donc vers 12h50 pour la chronique La nouvelle d'intérêt économique. Tout ça, donc, à Côte-Nord Attitude au cours des prochains instants, mais avant la série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Ben, on l'a appris tôt ce matin. Là, il y a un accident qui aurait fait 2 morts hier soir lors de l'écrasement d'un avion près de Schefferville. L'appareil se serait écrasé vers 20h15. Il y avait 2 avions qui volaient en direction de Schefferville hier soir. Un seul est arrivé à destination. On a donc immédiatement entrepris des recherches pour comprendre où se trouvait le deuxième. Il y a un hélicoptère de recherche qui était disponible et qui a localisé le lieu de l'accident hier soir. Des bénévoles de la patrouille des Rangers de Schefferville et des policiers de la Sûreté du Québec ont réussi à rejoindre le site de motoneige. On l'a repéré en hélicoptère, mais il n'était pas accessible. L'hélicoptère ne pouvait pas atterrir. C'est donc en motoneige vers 21h30 que les premiers témoins sont arrivés sur les lieux. Ils ont retrouvé un corps inanimé. L'autre passager n'était pas, on l'a pas retrouvé hier soir, du moins. L'accident serait survenu à 10 km de Schefferville. Actuellement, il y a d'autres recherches qui se poursuivent. En fait, il y a une équipe de spécialistes regroupés par la Sûreté du Québec qui a pris un vol nolisé ce matin vers 9h pour se rendre à Schefferville. Il y a aussi, bien sûr, le Bureau de la sécurité dans les transports qui va dépêcher des enquêteurs sur place pour étudier un peu les causes de cet accident en avion. Le conseil de bande Itum ne tolérera plus que l'accès à la rivière Moisy soit limité pour les Inuits d'Ouachat-Mac-Magnotenam. Le conseil ne renouvelle pas l'entente de gestion avec le gouvernement du Québec qui permet d'opérer des pourvoiries, une ZEC et le camp Adam. Le conseiller responsable du dossier, Jonathan Saint-Onge, ne croit pas que l'on se dirige vers une deuxième guerre du saumon comme celle qui a marqué l'histoire de la région au début des années 1980. Le conseil de bande souhaite régler une injustice qui remonte au temps des politiques d'assimilation. Selon le vice-chef Jonathan Saint-Onge, le gouvernement a donné au 19e siècle des parcelles de la rivière à de riches promoteurs qui se sont enrichis. Ce genre d'injustice ne peut plus être toléré aujourd'hui. Pour l'instant, le Conseil avise le gouvernement de sa décision. Il n'y aura pas de changement pour 2017 dans la pêche sur la Moisy, mais tout doit être renégocié. Le Conseil des Inuits d'Ouachat-Mac-Magnotenam précise que la protection de l'espèce est au cœur des préoccupations des Autochtones et au cœur de cette démarche. Eh bien, on a une caisse d'économie des jardins en santé à cette île. Plus de 110 personnes ont assisté à la 54e Assemblée générale de la Caisse d'économie des mines, métaux et services publics Côte-Nord au pavillon Alouette de cette île la semaine dernière. Les dirigeants ont proposé une approche plus interactive pour cette rencontre, ce qui a permis de bons échanges sur les résultats de la Caisse et les enjeux à venir, selon Steve Chapadeau, le directeur. La Caisse d'économie basée à cette île affiche un volume d'affaires de 348 millions de dollars, un actif de 153 millions et compte sur 3548 membres. Le Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse, le Fonds Hélène Gariepi, dispose de 267 000 dollars pour soutenir des projets dans la communauté. Pavage Béton TC a été proclamé entreprise de l'année à cette île. Une quinzaine d'entreprises ont été honorées samedi à la salle Jean-Marc Dion au 27e gala de la Chambre de commerce. Pavage Béton TC a aussi reçu le prix Météor pour ses efforts en environnement. Isabelle Ross a été applaudie au titre de personnalité de l'année. Le Paradis de l'Auto a reçu le prix Coup de cœur. Un hommage a été rendu à l'ancien président de la Corporation de développement économique de cette île, Luc Dion. Parmi les gagnants des prix Météor 2017, on retrouve plusieurs commerces, dont Zone Vélo Ski, Sport Expert, Pub Saint-Marc et Marché Napoléon, et quelques PME, dont Pavage Béton TC, qui a reçu 2 prix. Quelques 43 entreprises figuraient parmi les finalistes. La Chambre a reçu un nombre record de dossiers de candidature pour ce gala, 2 fois plus que lors de l'édition 2015. Les autres gagnants du gala de samedi sont Caïn Lamar, BGLA Architecture, Inspection Rémi Fortin, Destination Sept-Îles-Nakawinanou, le restaurant chez Sophie et le Carrefour Jeunesse Emploi. Vous les avez peut-être remarqués au passage samedi entre 11h et midi. C'est une 60aine de personnes qui ont manifesté en fin d'avant-midi devant l'édifice Joe Hébert sur le boulevard Laure à Sept-Îles pour dénoncer les ratés du système de paye Phoenix. Plusieurs employés du pénitencier de Port-Cartier, mais aussi d'autres fonctionnaires fédéraux de la Côte-Nord sont directement touchés. La manifestation regroupait des représentants de plusieurs syndicats de la fonction publique fédérale. Le gouvernement du Canada éprouve des problèmes depuis
depuis plus d'1 an avec le logiciel informatique responsable des payes. Certains travailleurs du pénitencier de Port-Cartier n'ont pas reçu plusieurs versements de salaire qui leur sont dus. Les syndiqués demandent que le gouvernement engage là des personnes ayant accès au logiciel Phoenix afin de répondre aux requêtes et de régulariser la situation avec chacun des employés dans notre région. Et 10 150 personnes ont visité le 33e Salon du Livre de la Côte-Nord qui a pris fin hier au cégep de Sept-Îles. Le prix Alouette coup de cœur du public a été accordé à l'humoriste Lise Dion. Parmi les moments forts, mentionnons la conférence L'acceptabilité sociale sans oui c'est non, de même que la table ronde Le succès au féminin. Le salon accueillait 69 auteurs québécois dont plusieurs vedettes appréciées. La tournée jeunesse 2017 a encore été une grande réussite. Plus de 2800 jeunes ont été rejoints cette année par le Salon du Livre de la Côte-Nord. Les auteurs présents au salon ont réalisé une tournée dans 28 écoles de Tadoussac à Sept-Îles. Des visioconférences ont été proposées aux élèves de 4 écoles de la Basse-Côte-Nord. Des jeunes d'Anticosti et de Bay-Joan-Bits ont effectué leur voyage annuel de fin d'année scolaire à Sept-Îles pour visiter le Salon du Livre. Parmi la vingtaine d'auteurs de la Côte, Nathalie Caron et Isabelle Roy de Sept-Îles ont reçu le prix coup de cœur du public. Gertrude Sinette ont été honorées comme bénévoles de l'année par l'organisation du salon. Et parmi les belles choses qu'on pouvait faire cette fin de semaine du côté de Sept-Îles, on pouvait encore faire du ski. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'avoir fait du ski le 30 avril. La station de ski Galix, là, elle est fermée jusqu'à la prochaine saison de glisse. Mais hier, on offrait une dernière journée de ski de printemps dans de bonnes conditions. En fait, seulement 4 stations de ski au Québec sont demeurées ouvertes jusqu'au dernier jour d'avril. Alors, les membres de la station récréo touristique du Québec sont parmi les chanceux qui auront complété leur saison là dans les derniers au Québec. Voilà pour ce bulletin d'information régionale. On reçoit le vice-chef du conseil de bande Ouachata-Macmaliothénam, Jonathan Saint-Onge, dans quelques instants. Attitude. La vente Expo Rabais BMR Lormat. C'est l'Expo Rabais BMR Lormat. Et pour l'événement, profitez du plancher flottant à partir de seulement 75 cents du pied carré et des tuiles de céramique fabriquées en Italie à partir de seulement 50 cents du pied carré. En plus, les produits DeWalt seront en promotion pour la durée de l'événement. Profitez des représentants qui seront sur place pour de bons conseils et des économies. Mais n'oubliez pas, ça ne dure que 3 jours seulement, les 4, 5 et 6 mai chez BMR Lormat du 824 Boulevard L'Or à Sept-Îles. Ils sont en tournée à travers le Québec. Pour un soir, au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier, mardi le 2 mai à 20h, les finissants de l'École nationale de l'humour vous feront voyager. L'école vous propose encore une fois les meilleurs humoristes de la relève. Des styles d'humour intelligents et éclatés. Le tout dans une mise en scène des plus originales. Voilà ce qui vous attend. La QV 2017 vous est présentée en collaboration avec l'hôtel Le Quartier de Port-Cartier. Billetterie au 766-0101. Ne manquez pas la prévente de 6h jeudi le 4 mai dès midi pour la visite de Robert Charlebois le 10 novembre prochain au Graffiti. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. On va parler du saumon. On a reçu un communiqué ce matin, la rivière Moisy. Aux Inuits, les saumons ne seront pas transférés à l'aquarium de Québec. On fait référence à ce qu'on a vu dans les journaux la semaine dernière, là. Les derniers caribous de la région de Val-d'Or sont pratiquement rendus dans un musée. On n'a pas su préserver l'espèce. Du côté des Inuits, on s'inquiète justement pour l'avenir du saumon de la rivière Moisy. Le vice-chef du conseil de bande, Jonathan Saint-Onge, est avec nous. Jonathan est responsable du dossier du saumon depuis son élection. Bonjour, Monsieur Saint-Onge. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Bonjour, monsieur. Oui, il y a eu quand même une vaste consultation. Hein. On en a beaucoup parlé entre vous, les Inuits, l'an dernier, de la gestion du saumon, de l'avenir du saumon. Il y a quand même des nouvelles règles, la remise à l'eau, puis tout ça. On est inquiet pour l'avenir. Comment on dit saumon en langue Innu? Ojahomek. OK. On est inquiet pour son avenir? Oui, exactement. Nous sommes inquiets de son avenir. Puis aussi, nous voulons reprendre notre rivière parce que, vous savez, au Club Adams, ils ont des meilleures fosses. L'entente administrative qu'on avait, c'était une parcelle de la rivière. On n'avait pas le droit d'aller à l'autre bord de la limite. Oui. Maintenant, nous voulons la traverser, la limite. Oui. Et nous ferons
tôt pour traverser cette limite. Ça, c'est des changements majeurs que vous annoncez, M. Saint-Onge. Oui, là. exact. On connaît le travail de l'APRM, l'Association de protection de la rivière Moisie. Moi, je pensais qu'on cohabitait assez bien quand même. Comme l'APRM. Il y a des pourvoiries, vous en avez des pourvoiries, mais il y en a qui sont gérées par des Blancs. Il y a le camp Adams, il y a la ZEC. Tout ça, c'est remis en question. Là. On va tout rediscuter ça. Oui, exactement, parce que nous, selon l'entente, on a vu juste une petite partie de la rivière Moisie. Maintenant, les Inuits veulent pêcher dans les meilleures fosses, comme au Club Adams, mais il y en a d'autres, plusieurs plus haut. Nous, on regarde toute la rivière Moisie, tous ses affluents. Nous, on veut avoir le droit d'aller pêcher où ce qu'on veut et faire la gestion de cette rivière. Mm-hmm. Je sais pas si tu te souviens, t'as sûrement vu le film, hein, Le silence des fusils. Il y a déjà eu une guerre du saumon sur la rivière Moisie, oui, hein. Exact. Tant les Inuits que les Sétiliens, ça s'en rappelle très très bien. Oui. Ça a été des moments de cohabitation difficiles entre les autochtones. Est-ce qu'on retourne vers un affrontement comme ça? J'espère qu'on sera pas rendu là. J'espère que le gouvernement va se réveiller plus vite et faire des actions pour amener le changement qu'on veut. Ouais. Pour l'instant, donc, on discute pas nécessairement avec les gens sur place, les utilisateurs de la Moisie, les gens de la PRM, quoi qu'on les a prévenus. Oui, là. on les a Yves m'a dit prévenus. que vous avez été quand même très fair-play. Ils ont été informés avant d'envoyer le communiqué à la presse. Exactement. On a soupé avec eux autres. On a déjà exprimé notre volonté de c'est quoi qu'on veut sur notre rivière. Puis ils sont au courant. Et puis le gouvernement est au courant aussi. On a envoyé une lettre vendredi qui nous vient de répondre un matin, un accusé de réception. On attend la suite. Et puis les Inuits vont reprendre la rivière et la gestion. Puis la gestion a toujours été faite par nos ancêtres. C'est une gestion millénaire. Le saumon est encore là aujourd'hui grâce à nos ancêtres. Oui. Ils ont su faire la gestion. En termes de mentalité, je dirais, c'est toujours la vision qui est de plus en plus présente dans les conseils de bande des Inuits, là. C'est qu'on se considère comme un gouvernement, puis on va négocier de nation à nation dans ce dossier-là avec Québec. C'est ça le but. Oui. Par contre, la cohabitation, qu'est-ce que tu aurais à dire là aux gens qui utilisent la rivière Moisie, qui s'en vont régulièrement à son embouchure? Moi qui fais 2-3 tournois de volleyball par année à son embouchure, les gens qui vont à la pêche avec l'APRM puis tout ça. D'abord, il n'y aura pas de changement pour 2017. Là. On est tard quand même pour faire des changements pour 2017 quand même. Nous, on veut des ouvertures de la part des pourvoyeurs, avoir des heures de pêche dans leur où ce qu'ils sont présentement. On a les avertis. Et puis, comme tu dis, il y aura pas beaucoup de changements, mais oui, on va faire des plans d'action pour que le gouvernement respecte ce qu'on a à dire et puis reprendre notre rivière. C'est assez. Il y a trop longtemps qu'on est privé d'une petite partie de la rivière. On veut aller au meilleur endroit pour aller pêcher nous aussi. Et je veux dire aux utilisateurs de la rivière Moisie de ne pas s'inquiéter car vous serez nos futurs clients. Ouais. Tu sais? Dans le fond, si je comprends bien, là, le camp Adams, là, c'est toujours été des grosses poches américaines, là. La rivière Moisie, elle est célèbre à travers le monde. Il y a des gens d'un peu partout qui viennent la pêcher. Oui. Si eux autres peuvent faire de l'argent avec ça, pourquoi pas le Conseil de bande et la Nation Innu? C'est ça qu'on se dit, là. On demande au gouvernement de racheter les clubs qui a vendu sans nous consulter. Il a vendu une parcelle de la rivière. On demande au gouvernement de racheter les clubs et de le redonner à la communauté. Nous, on va s'en servir pour inviter les Américains encore peut-être, ou nos invités d'un peu partout. Nous, on va faire le même que ce qu'ils faisaient comme pourvoirie. C'est à nous d'accueillir le monde à notre rivière. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui en 2017? Là? Ça fait plus que 100 ans. Là. Ouais. Il y a une fosse, tu l'as dit, au nom d'Alexandre Tachereau. Moi, j'ai vu des photos, je pense que ça datait des années 20, là, du premier ministre du Québec qui pêchait sur la rivière Moisie. Il y en a eu d'autres grosses vedettes américaines. Là. C'est venu parce que nous, on consulte beaucoup notre communauté. Quand même. Nous, on consulte notre communauté. Notre communauté nous demande de pas signer une entente. La communauté veut avoir la rivière et la gérer lui-même. Nous écoutons notre communauté, nous travaillons très proche avec notre communauté, puis nous allons être forts parce que nous sommes ensemble, le conseil et la communauté. Ouais. Oui. Mais quand on s'est concerté pour mettre un plan de gestion pour essayer de sauver les montaisons de la Moisie, parce qu'il y a de moins en moins, entre autres les remises à l'eau, ces choses-là, les Inuits étaient relativement d'accord et faisaient partie un peu de ces consultations-là, non? Nous, les Inuits, on pêche le saumon pour vraiment notre nourriture à nous autres. Et puis, la transmission vers les générations futures aussi. Nous, on doit garder cette culture-là pour transmettre aux futures générations pour qu'ils puissent eux autres aussi, un jour, s'il y a de quoi qui arrive dans notre région,
qui puissent se nourrir avec cette rivière-là. Oui. Ouais. Dans ce sens-là, Jonathan, je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire. Moi, j'ai déjà entendu parler d'actes de braconnage par des Inuits aussi. Là, on veut que tout le monde soit bien conscientisé. Là, même chez les Inuits, je pense qu'on l'a fait beaucoup dans les 2 dernières années aussi. Exact. Présentement, nous sommes en consultation. Nous consultons notre monde pour un projet d'élaboration d'un code de pratique coutumier de pêche au saumon dans la Mashtashipo et ses affluents. Nous avons un questionnaire de 75 questions qui va être présenté le 3 mai à 18h30 à la salle Théogan Maliotenam et ensuite faire le porte-à-porte pour répondre à ce questionnaire-là. Ce questionnaire-là va nous aider à avoir le code de pratique coutumier qui a toujours été oralement par nos ancêtres. Et on a toujours eu un code, mais c'était oral, transmission orale. Maintenant, nous allons avoir ça sur noir et blanc papier. Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que les Inuits l'ont préservé, le saumon de la Moisie, pendant des milliers d'années avant de se faire retirer des droits de gestion, là, il y a plus d'une centaine d'années. Là, vous voulez y revenir parce que vous êtes en train de nous dire on était peut-être meilleur que les Blancs pour les garder parce que là, les saumons, on l'a presque classé en péril. Là. Comme vous le savez, c'est une gestion depuis millénaires. Pourquoi il y a du saumon aujourd'hui? Parce que nos aînés en savaient faire la gestion. Mm-hmm. Oui. Puis moi, je suis entièrement d'accord avec ce que je dis. Puis nous voulons reprendre notre rivière avec un nouveau code de pratique coutumier. Puis ça va être fait. C'est un dossier à la fois économique et écologique pour vous autres. Oui, exact. Mm-hmm. Et là, on se donne quel plan de match là? Les prochaines, tu as parlé d'une rencontre entre Inuits dans les prochains jours avec l'APRM, avec le gouvernement du Québec. On se donne du temps pour négocier quand même? Nous avions déjà rencontré le ministère de Faune et Parcs Forêts, directeur d'ici qui est à cette île. Nous avons fait savoir nos préoccupations et lui, il va faire la transmission du message aux pourvoyeurs. Parce que nous, les pourvoyeurs, on a besoin un peu d'ouverture pour aller pêcher dans les fosses qui en ont, eux autres, sur leur où ce qu'ils sont présentement, la partie de la rivière. Oui. Ouais. Et comment tu les sens, les Blancs autour, là, les nombreux adeptes de pêche au saumon sur la rivière Moisie, de cette île ou de la région, les gens du gouvernement vous ont pas nécessairement donné de feedback non plus. Là. On a simplement accusé réception jusqu'à maintenant. T'as l'impression que ça va être une négociation difficile qui peut même dégénérer, peut-être pas au point d'une guerre du saumon comme on a connu, mais qui peut quand même être compliquée? Il faut savoir que les Inuits sont prêts à reprendre la rivière à n'importe quel prix. C'est juste ça le message que je peux vous dire. C'est vraiment important pour nous de reprendre la rivière, de pouvoir la gérer pour protéger le saumon et protéger les autres sortes de poissons qui sont dans la rivière. Et ne pas oublier que cette rivière-là nous servait aussi de voie navigable pour aller rejoindre nos territoires dans le nord. Donc, c'est des changements majeurs dans la gestion de la rivière Moisie, pas nécessairement dans son accès à partir de 2018 que tu nous annonces. Pour toi, ça devrait bien se passer. On est prêt à tout. On a même des actions en vue. Si la négociation fonctionne pas, on pourrait poser des gestes. Oui, exactement. Il va y avoir des plans d'action. Je pourrais pas vous annoncer l'occupation de la présence sur les rivières. Vous allez être avertis les médias aussi quand on va faire des moyens de pression. OK. Oui. Mais tu me rappelles que pour 2017, on est à quelques jours de l'ouverture de la pêche, là, de la débâcle et tout ça. Nous, on n'a pas signé d'entente. Dans l'entente, ça disait de telle date à telle date, la pêche allait se dérouler. Alors qu'on n'a pas d'entente, on va pêcher plus tôt que prévu. La pêche communautaire va démarrer d'ici bientôt le 15 mai. Nous, on plonge les filets pour nourrir les aînés. Et puis les femmes monoparentales, puis tout ça. OK. Oui. Mais là, t'as pas peur que votre monde considère que, considérant qu'il n'y a pas de renouvellement de l'entente, que maintenant on peut y aller n'importe où, même à proximité du camp Adams ou des installations de la PRM, quoi? Non. Nous devons être proches de notre communauté, puis nous le sommes. Notre communauté, il travaille avec Inuit-Wagan Washamantenam, et puis nous, il faut qu'on démontre qu'on est bon gestionnaire, et puis pas déranger les utilisateurs de la rivière Moisie, comme tu dis. Nous sommes prêts à ça, puis nous gardons notre population très près avec nous, avec des consultations assez régulières, puis nous écoutons notre population. C'est vraiment ça, le message à donner. Les Inuits, Uashat Maliotenam reprend la rivière Moisie. À partir de cette année, il va y avoir des actions
pour aller chercher cette rivière. Donc, les forfaits, moi, si j'achète à la PRM un forfait sur Winthrop Campbell, par exemple, qui est une des très bonnes fosses à saumon, ce que tu me dis, c'est que cette année, c'est correct, tu vas aller faire ton voyage de pêche comme prévu, mais l'an prochain, probablement que tu auras accès, mais ça pourrait fonctionner autrement, c'est ça? Ben, il faut toujours ouvrir l'ouverture, pareil, l'accès. Tu comprends-tu? Parce que vous allez être nos futurs clients. Ton permis que tu vas acheter un jour, tu vas l'acheter à une autre wagon pour aller pêcher dans cette rivière. OK. Puis nous, on va s'occuper, parce que dans l'entente, c'était stipulé aussi qu'il fallait engager des assistants de la faune seulement pour surveiller la rivière. Mais nous, suite à cette entente-là, qui avait de l'emploi là-dedans, on a reçu de l'argent pour créer de l'emploi. Nous, on n'a pas d'entente signée, ça veut dire on n'a pas d'argent du gouvernement. Mais nous, on a mis de l'argent, on a investi de l'argent dans une autre wagon pour faire travailler le monde pareil, la pêche communautaire ainsi que les gardiens du territoire. On va surveiller plus grand le territoire, pas seulement la rivière Moisy. Nous savons qu'on a des pourvoiries illégales un peu partout aussi. On doit surveiller notre territoire en lançant pas juste sur la rivière Moisy. OK. Et ça veut dire que pour les gens de la PRM, leur mandat sera très différent dans l'avenir. C'est un petit peu ça que tu leur annonces, là. Ils auront pu à gérer une ZEC puis des fosses à saumon. Vous allez le faire à partir de 2018. C'est ça le but, là. Oui, c'est le but. Et puis la PRM, faut pas oublier qui nous a appuyé aussi concernant pour qu'on a demandé la réserve aquatique permanente. Ils nous ont appuyés là-dessus. Mm-hmm. Alors, c'est toujours dans ce même chemin-là qu'on y va, là. C'est pour la protection de la rivière Moisy, du saumon et tout. C'est ça. Ben, vos intentions sont très claires. Jonathan Saint-Onge, je te remercie beaucoup d'être venu nous les exprimer à Côte-Nord Attitude. Bien sûr, on va suivre le dossier de très près au cours des prochains jours, des prochaines années. Un gros merci. Merci beaucoup à vous autres aussi. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonjour, je me nomme Paul Bouffard de Pascal Automobile. Une des raisons pour laquelle on utilise les deux stations d'attraction radio, c'est la rapidité à laquelle on peut mettre un message en ondes. On appelle le matin et l'après-midi, on est en ondes. L'autre chose, c'est que, étant donné qu'avec les deux stations, on couvre une grande variété d'âges, ça rejoint pas mal l'ensemble de notre clientèle, puis qui, elle, est éparpillée un peu partout sur le territoire de la Côte-Nord. Et c'est avec ça qu'on va les rejoindre, on pense, le plus rapidement possible puis le plus efficacement possible. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'Attraction. Le 9 mai, les maisons modulaires Coscobec seront à Sept-Îles. Vous avez un projet de mini-maison, de maison ou de multilogement, de campement ou même d'hébergement avec plus de 40 ans de savoir-faire en construction modulaire, Coscobec a les solutions de construction pour votre projet. Ne manquez pas la soirée d'information Coscobec à l'hôtel Sept-Îles mardi le 9 mai de 19h à 22h. Venez découvrir Coscobec, la technologie, les processus, les plans et les services pour vous accompagner dans votre projet. Coscobec, la destination numéro 1 en construction modulaire. On vous attend. Promotion sur place. Détails au goscobec.com. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Ben là, on va s'installer sur un nuage pour faire le bilan du 33e Salon du Livre de la Côte-Nord. Ça a tellement été un bel événement, Valérie, tu y as été associée, t'en es fière, le personnel du salon aussi, je pense. Oui, tout à fait, Jean, puis je pense qu'il y a de quoi être fier, justement, là. Les commentaires sont très, très bons de ce que je vois circuler sur les réseaux sociaux. Je pense que les auteurs sont contents aussi. Moi, personnellement, je suis bien contente également du Salon du Livre, et je pense que, justement, les deux organisatrices du salon le sont également. Donc, on reçoit la directrice générale Mélanie Deveau. Bon midi. Bonjour. Et également la coordonnatrice du Salon du Livre, Marie-Claude Vigneault. Bon midi. Bon midi. Donc, on est content de cette 33e édition. On est très, très satisfaite. Ça a été une grosse année. On a eu beaucoup... En fait, il y avait le Salon du Livre de Genève en même temps que nous et le Québec était à l'honneur. Il a fallu travailler très, très fort. Puis là, on a tellement vu de sourires, puis on a entendu des commentaires positifs. Il y avait une effervescence finalement autour de cette grande fête du livre. Puis les exposants aussi, faut pas les oublier. Souvent, on parle des auteurs qui sont satisfaits, mais les exposants aussi en reviennent pas de la quantité de livres qu'ils peuvent vendre ici. Alors, ça témoigne vraiment qu'il y a un engouement. Tristan
Demers nous disait que lui, son jeudi, en fait, c'était la meilleure journée. C'était sa meilleure journée de tous les salons du livre de sa vie. Pour les ventes? Pour les ventes, juste le jeudi. Donc, il disait là, que ça battait, mettons, le samedi à Montréal, il y a 4 ans. Tu sais, c'était fou. Pierre-Yves Villeneuve a vendu tous ses livres de gamer, le tome 1. Alors, pour ça, on est très fiers. Finalement, c'est ceux qui ont accepté l'invitation à Genève qui le regrettent ce matin. Oui, sûrement. Oui, il y a Stéphane Larue qui nous a avoué pendant la soirée de littérature grivoise, en fait, il disait que lui, il a jasé beaucoup avec Patrick Sénécal qui lui disait, tu vas à cette île, t'es chanceux, tu sais. Puis là, il dit, Stéphane Larue. Surtout Patrick Sénécal, il aime ça venir ici. Il est toujours là. Puis Stéphane Larue, il a dit, c'est ça, va à Genève, puis moi, je vais m'occuper de cette île. Ouais. Finalement, je pense que tout le monde est super satisfait de ça. Je vois le bilan ici dans le communiqué, là, 10 150 personnes qui sont venues au Salon du Livre, qui ont été rejoints par le Salon du Livre. Est-ce que c'est un record? Est-ce que... Ben, je vous dirais que dans les 10 dernières années, nous, ça fait 7 ans que je suis là, Marc-Claude, 5 ans. Là, c'est certain que c'est un record d'achalandage. Si on remonte à 12, 13, 14 ans, on a accès à quelques archives, mais on a de la difficulté à savoir comment ils comptaient ça, tout ça. Alors, c'est difficile, je pourrais pas... J'ai jamais vu ça dépasser le 10 000, moi, là. On était dans les 9 000, 9 500, très proche du 10 000, mais c'est la première fois que je vois la 5e colonne. C'est ça. Fait que dans le fond, on pourrait dire là qu'en tout cas, dans les 10 dernières années, assurément, c'est la plus grosse année. Qu'est-ce que tu penses qui a fait le succès de cette année? C'est un mélange de plein de facteurs? C'est vous autres, c'est votre dévouement. Non, mais c'est vrai, on a un excellent comité d'animation, ça c'est certain, puis les gens l'ont soulevé qu'on avait une très belle programmation diversifiée. Je pense qu'on a une organisation... vous incluez le personnel. Mais oui, et tout ça, puis on a vraiment une belle équipe, puis on a le souci d'avoir des activités diversifiées, tu sais, on essaie d'innover par plusieurs initiatives, puis je pense que ça explique notre succès. Faut parler du volet jeunesse aussi qui est toujours super important au Salon du Livre de la Côte-Nord. Puis encore une fois, cette année, ça a été une grande réussite, ce volet jeunesse-là. Vraiment une très grande réussite. Et même ce matin, je lisais les courriels là, parce que j'ai pas eu accès à mes courriels trop. On n'a pas eu le temps finalement les derniers jours. Et j'ai des écoles qui nous ont écrit là, pour nous dire merci de nous faire vivre ça, d'organiser ces activités qui permettent aux enfants qui viennent pas nécessairement au salon. Je parle de la tournée, bien sûr. Donc, ça a permis cette année encore plein de belles rencontres au niveau des écoles et la visite au salon aussi. Là, cette année, c'était super intéressant de voir les jeunes et ils arrivaient tout heureux là avec même ceux qui avaient gagné pour le projet Choisis ton livre aussi. Tout le monde avait hâte là d'arriver au salon et ça a été vraiment une belle édition. Puis tu sais, tantôt on parlait de succès. Moi, j'ai toujours dit, pour avoir organisé souvent des activités et des événements dans mon ancienne vie aussi, le succès, c'est pas juste nous, c'est l'ensemble. Si c'est l'organisation qui est bonne, c'est toute l'équipe qui est derrière nous aussi, c'est tous les bénévoles, c'est tous les exposants, les auteurs et c'est aussi les participants. S'il manque une partie de ces 4 éléments-là, ça peut pas faire un succès. Parlons-en des bénévoles parce que les bénévoles qui sont présents au Salon du Livre, en tout cas moi, on les croise toute la fin de semaine, sont toujours souriants, sont heureux d'être là. Hein? Oui, ils sont vraiment heureux d'être là et même moi hier encore, ils venaient tous me voir avant de partir puis me dire je vais être là l'année prochaine, rappelle-moi. On est une belle équipe de bénévoles. J'ai une équipe de bénévoles extraordinaire, des personnes qui ont une expérience, qui sont là il y en a qui sont là depuis 30 ans. Et ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et depuis 2 ans, on organise de la façon qu'on travaille avec les bénévoles, c'est qu'on leur permet de faire plusieurs choses comme travail au salon, pas toujours la même activité. Donc, ils peuvent aller autant à l'accréditation que faire d'autres tâches. Ils n'ont pas toujours la même tâche et ça leur permet d'aller visiter le salon en même temps aussi. Donc, des bénévoles souriants, heureux, généreux de leur temps aussi. Alors, moi, je tiens à le dire aujourd'hui. Je leur dis un gros merci, puis je les aime beaucoup. Je sais, les filles, que vous courez un peu partout durant le salon. Vous avez peut-être pas le temps de tout voir, mais est-ce que vous avez une activité coup de cœur durant la fin de semaine? Vas-y, Mélanie. Ben en fait, je vous dirais que cette année, la soirée de littérature grivoise, ça a été vraiment particulier. Ouais. Félicitations à Valérie qui l'a animé en partie avec notre collègue du conseil d'administration, Sébastien. Il s'est passé là quelque chose, tu sais, dans le fond, il y a Manu Militari qui a livré une performance magistrale avec un texte de son répertoire. Oui, Tristan Demers qui nous a dessiné des rébus coquins. On est sorti de là, on avait mal aux mâchoires.
je vous dirais qu'il y avait beaucoup de monde. On a eu un record de participation à cette activité, là, plus de 150 personnes. Le centre des congrès a trouvé une salle plus grande. Oui, on a été obligé de louer une salle plus grande, finalement. Puis c'est ça, il s'est passé là quelque chose. C'était une grosse journée. On avait commencé à la radio à 6h le matin. Là, il était rendu très tard le soir, puis on avait du plaisir. On n'aurait pas voulu que ça finisse. Les idées ont terminé ça avec des histoires de son livre, des humeurs d'une femme mûre. On a bien rigolé. Ouais. Et toi, Marie-Claude? Ben moi, c'est peut-être la table ronde au féminin, le succès au féminin. J'ai pu assister un petit 15 minutes là. C'est à peu près la seule animation que j'ai pu voir, à peu près 15 minutes. Et j'ai beaucoup apprécié, mais il y en avait plein là. Donc je pourrais dire que en gros toutes les activités étaient intéressantes. T'sais. Puis malheureusement, nous on n'a pas vraiment le temps d'aller voir les animations là. Petit dernier mot sur le président d'honneur Martin Michaud. En tout cas, moi, de mon côté, je me dis, s'il pouvait être président d'honneur tous les ans, ça serait comme parfait. Hein? C'est Martin Michaud, là, il y a quelque chose de spécial, cet homme-là, en tant qu'humain, en tant que personne. Moi, je l'ai connu il y a quelques années, un petit peu. Puis à chaque fois, cet homme-là dégage quelque chose de spécial. Et à mon avis, ça a été un très bon président d'honneur. Oui, il nous a bien représenté en tout cas. Et tous les auteurs, moi j'ai eu plusieurs coups de cœur dans la fin de semaine. Ça a été vraiment un beau salon. C'est tout ce que j'ai à dire. Mélanie, y a-tu des fois où avant de partir, les auteurs disent hey, sors-moi mon contrat pour l'an prochain, je reviens, c'est sûr là. Souvent. Écoutez, Stéphane Larue nous disait là, j'ai déjà hâte de finir d'écrire le prochain pour être certain de venir ici, c'est certain. Et on l'entend. Les gens sont ravis. C'est l'accueil, c'est le fait que les Nord-Côtiers sont tellement contents d'avoir cet événement-là. Il y a quelque chose là aussi qui se passe. Puis le monde l'attend dans la région, puis les auteurs l'attendent de l'extérieur. Exactement, ils ont profité d'un ça facilite la tâche pour monter une programmation. Il suffit de lâcher une invitation. En général, s'ils sont disponibles, ils disent oui. Oui, exactement. Puis je vous dirais, les fruits de mer aussi, là, ils étaient bien. On a des petites activités pour eux, puis ils étaient bien contents d'être là. On a reçu beaucoup de courriels déjà de remerciements de leur part, puis de à la prochaine finalement. Mais dans le fond, la planification du prochain salon, ça se fait quand même un peu plus tard. Là. On va prendre une pause. On prend le large pour quelques jours. Oui, c'est ça. On va prendre au moins l'été de pause du côté de l'organisation du Salon du Livre. Mélanie Deveau, Marie-Claude Vigneault, merci beaucoup pour ce beau salon. Ça a été un bonheur d'y participer encore une fois. Puis on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, oui, c'est ça, c'est certain. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Votre paroisse tient ces jours-ci sa campagne de financement et c'est une prière de Saint François d'Assise qui en inspire le thème « C'est en donnant que l'on reçoit ». Votre communauté chrétienne a pour mission d'annoncer l'Évangile aux jeunes et aux moins jeunes. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une confirmation ou lors d'un décès d'un proche, votre paroisse est là pour vous. Aujourd'hui, elle a besoin de vous et c'est votre don qui lui permet de vivre. Soyez généreux. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Pourquoi je souris quand tu ris? Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Ce sera nous dès demain. I'm still loving you. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, malheureusement, Mélissa Chénard, enseignante en option musique à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, n'a pas pu amener des jeunes avec elle, mais il paraît qu'ils ont fait un voyage exceptionnel, un voyage de musique à Nashville. On en avait parlé avant. On en a parlé pendant aussi, parce qu'on était en direct sur l'émission de Nashville à la Côte-Nord. Avec la connexion qu'on était capable d'avoir, là. Bonjour, Mélissa Chénard. Bonjour à vous deux. C'est quand même la Music City que vous avez visité. Les jeunes ont apprécié. Il me semble que pour des jeunes, aller à Nashville, c'est pas si in que ça, non? Ben, justement, faut dire qu'à prime abord, il y avait quelques réticences, non pas par la confiance qui m'octroyait, là, à choisir cette destination-là, mais, bon, probablement de par les préjugés par rapport au country en général. Mais justement, c'est un beau tour, ben, pas un tour de force, mais une belle façon de leur montrer justement qu'un des plus grands préjugés, probablement en musique, comment on peut voir que
il s'effondre justement en voyant le cœur de cette musique-là. Puis le country, là, disons-le, bon, on a dans notre tête des images musicales, mais c'est beaucoup plus vaste. Que ça, comme n'importe quel style musical. On a l'image de gens qui dansent en ligne, mais c'est pas vrai. Juste ça. Mais c'est comme tous les types de, tu sais, la pop, on a une image dans notre tête, mais la pop, c'est plus, tu sais, tous les styles musicaux sont riches, là. Oui. Puis il y a tout des comme dans chaque style, il y a du bon puis du mauvais, exactement. finalement. Hein? Dans le country, il y en a du mauvais country, mais il y en a de l'excellent. Oui. Exactement. Puis tu sais, faut se dire, surtout, ce qui est intéressant avec ça, c'est de voir à travers, dans cet exemple-là, c'est le country, mais peu importe le genre de country, c'est autant populaire, c'est qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Là. Il y a matière à apprécier. Là. Puis ça leur a permis aussi de voir c'est quoi les différents genres, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les influences des autres genres de musique dans le country aussi. Puis je dirais que à cause de ça, ça a été un voyage hyper surprenant, marquant, puis tous les jeunes, sans exception, sont revenus avec une vision complètement changée du country. Vraiment, là. Oui. Oui. Ça veut dire que tu vas l'intégrer dans ton programme d'enseignement l'an prochain du country. Pourquoi on enseigne toujours la musique avec le classique ou le jazz? Mais en réalité, c'est que nous, on touche, tu sais, ça s'appelle un ensemble pop-jazz parce que c'est les deux plus grands courants musicaux. Mais autant le jazz que le pop que le rock va piger dans chacun des styles. Okay. Fait que, tu sais, nous, dans le concert, on présente des pièces qui ont des influences de d'autres. Comme là, on va reprendre une pièce de Johnny Cash parce qu'il fallait quand même faire un clin d'œil au voyage qu'on a fait. Mais tu sais, du moment où on prend connaissance, on prend le pouls de tout ça, qu'on le vit à même, bon, on perçoit aussi des éléments qu'on n'avait pas perçus avant de ce genre de musique-là. Puis ce qui est le plus marquant, je dirais, de ce voyage-là pour les jeunes, de ce que eux ils ont dit, là, parce que là, c'est sûr, moi, je ramène ce que eux parlent, c'est que, outre, par exemple, le Country Music Hall of Fame, bon, on va s'entendre, eux, là, ils connaissaient à peu près juste Johnny Cash puis Elvis Presley de nom, là, ceux qu'on connaît, mais à la sortie de ce musée-là, ce qui est intéressant à voir, c'est plus que des musiciens que je connaissais, c'est des images, c'est l'histoire, c'est des costumes, des instruments, des voitures, des jukebox, c'est l'histoire. La technologie, l'évolution de la technologie, ces choses-là, mais les instruments de musique ont changé, tout change. Oui, puis tu sais, Nashville, oui, c'est le berceau du country, mais c'est une des villes, en tout cas en Amérique, puis même aux États-Unis, les plus importantes pour l'industrie musicale. Là. C'est tous les studios d'enregistrement qui sont là. Ça va bien plus loin que le country en tant que tel. Ben oui. C'est ça qui était intéressant de prendre le pouls là-bas pour eux là aussi. Puis même pour moi j'étais convaincue, mais je connaissais pas beaucoup plus qu'eux. J'avais préparé une playlist musicale là, pour notre voyage en autobus jusqu'à Montréal. Puis c'était super intéressant de commencer le voyage avec ça, justement. Mm-hmm. Et là, tu leur rends un peu hommage dans ton communiqué de la semaine dernière à tes élèves. Tu parles d'élèves passionnés de musique, intéressés à en savoir plus, à se dépasser. On va tout voir ça, quoi, dans le concert de fin d'année qui s'en vient? Oui, ben... Certainement, c'est une année. C'est particulier à cette année, t'as vraiment une gang de passionnés là, entre les mains à l'IASI qui s'intéressent à la musique. Ben, en réalité, tu sais, c'est qu'après 5 ans, c'est sûr que chacun des enseignants modèle le programme à soi. Tu sais là, moi depuis 5 ans, ben c'est mes jeunes qui sont là parce qu'ils adoptent la façon dont j'enseigne, qu'est-ce que je montre. Puis j'ai des jeunes qui sont là vraiment par passion de la musique. Ça fait drôle à dire là, mais ils trippent vraiment sur la musique. Cette année, on a travaillé beaucoup l'improvisation aussi. Mais l'improvisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire forcément des choses musicales qu'on comprend pas, là. Tu sais, quand on dit ça, ça nous fait peur un petit peu. Mais c'est d'explorer les différents genres de musique populaire. Les sortir d'un canevas puis les amener à la création aussi dans les œuvres qu'on connaît déjà. Oui. Fait qu'on va rassembler tout un pan de musique dans l'histoire aussi au concert de fin d'année. Là. Ouais. Et là, il y avait 2 objectifs en particulier, ce voyage musical à Nashville. Là, d'abord, c'est une première expérience à l'extérieur du Canada pour les jeunes de l'IASI. Oui. Mais bon, il y avait l'objectif de la découverte. Tu nous as parlé des musées, de tout ce qui a été visité. Mais il y avait aussi un concours. Comment ça s'est passé? C'est stressant, ça, un concours d'habitude, non? Ben, c'est toujours un peu Quand stressant. on est rendu à Nashville, c'est moins stressant peut-être. Oui, je dirais que de toute façon, peu importe à chaque année, on participe à un concours. Pourquoi? Bon,
c'est pour se fixer un objectif musical, premièrement, puis pour arriver à dépasser les objectifs généraux musicalement, techniquement, pour quelques pièces dans l'année. C'est parce qu'on va beaucoup plus loin au niveau de l'interprétation dans ces pièces-là, c'est sûr, on les pratique plus que les autres pièces. Fait que ce soit un endroit ou un autre, une ville ou un autre, c'est à peu près tout l'équivalent, le niveau de stress puis l'expérience qu'on va chercher dans les concours, c'est vraiment de faire le meilleur de soi-même. Puis tu sais, un coup, on est rendu là, justement, on fait le meilleur de soi-même. On focus pas sur qu'est-ce qui fonctionnera pas, parce qu'il y en a des choses qui fonctionneront pas, mais plutôt le plaisir qu'on a eu à se préparer pour les moments qu'on a joué. Fait que ça a super bien été. D'ailleurs, j'avais choisi du répertoire pour mettre un petit peu notre culture à nous en valeur. Hein? Les 3 pièces qu'on avait choisies pour interpréter là-bas, c'était Take Five, Charleston, puis Bésame Mucho, mais un arrangement musical tiré du film, je sais pas si vous l'avez vu, Ma vie en cinémascope. Alice Robbie. Puis Mia l'a chanté en français. Donc, ça l'a vraiment première plu. grande star du Québec. Ouais, ça l'a vraiment plu. Non seulement parce que Mia a une super belle voix, mais aussi parce que, je pense que ça a su capter, attirer l'attention parce que on amenait notre particularité avec nous là-bas, là. Fait que c'est ça, l'ensemble jazz a obtenu le prix Silver First. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une note d'argent, dans le fond, classée première, là. Grosso modo, c'est une très bonne note par rapport à nous. Il y a pas dans ce concours-là, il y a pas de ranking, là, une première place, deuxième place. Chacun a sa note à lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de podium, là, okay, en tant que tel. Sauf que dans tous les participants, il y a à peu près 1000 jeunes. Il y a 9 prix maestro qui sont remis. C'est pour des solistes qui la performance de un jeune, là, qui est mis en avant. Puis Mia a reçu un de ces 9 prix-là pour son interprétation au chant, là, dans Bésame Mucho. Fait qu'elle était bien contente, on était bien contents aussi. C'est un prix à elle, mais pour l'ensemble aussi, là. Fait que c'est vraiment super comme expérience au niveau musical en tant que tel aussi. Là, ton problème pour l'avenir, c'est que les jeunes de l'IA ici vont vouloir à chaque année faire un voyage musical à Nashville. Ça, c'est un problème. Un petit problème. Mais non, oui, c'est sûr qu'on aimerait ça, mais en même temps, on est vite ramené à la réalité quand on évalue combien ça coûte. Ouais, c'est ça. Faut le financer. Faudrait qu'ils s'impliquent s'ils veulent faire un autre voyage à Nashville. En terminant, il y a plein de choses, là. Pas seulement la période d'examen qui s'en vient à l'école secondaire privée, mais en fin d'année scolaire, il y a plein de spectacles. Il y a le département des arts qui prépare une exposition, les arts visuels. Les héros de mon enfance, ça, c'est un beau spectacle qui s'en vient au petit théâtre également. Oui, cette semaine, c'est deux représentations. Oui, le programme art dramatique de l'école présente la pièce Les héros de mon enfance. C'est un texte tiré c'est une adaptation d'un texte de Michel Tremblay. Puis c'est présenté le 4 et le 5 mai en soirée à 19h au petit théâtre. Les billets sont en vente sur place au coût de 10$. C'est les héros qu'on connaît, là, le prince, le petit chaperon rouge, etc., qui se rebellent contre leur propre personnage qu'on connaît. Donc, on les voit sous un tout autre jour de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est hyper intéressant comme pièce. Puis l'enseignante, elle la connaît très bien, cette œuvre-là. Elle l'a montée à plusieurs reprises avec des élèves ailleurs. Elle l'a jouée. Donc ça va être très intéressant. C'est une comédie. On va rire toute la soirée. Oui. Les arts plastiques présentent du 5 au 31 mai, donc à compter de vendredi, leur exposition finale sous le thème Petit gâteau, parce qu'ils ont travaillé toute l'année sur le sujet des œuvres éphémères en collaboration avec le musée régional. Donc, on va pouvoir voir leur exposition au musée régional à partir de vendredi. On aura un spectacle musique et multimédia vers la fin mai, le 26 mai. Donc c'est ta gang de l'option musique avec une pièce de Johnny Cash que tu nous as promis. Entre autres, mais il y a le programme multimédia qui va faire des projections en thème, en même lien, temps? Oui, okay. En lien. Donc c'est c'est à fin mai. On va recevoir un communiqué pour savoir les billets, les coûts, tout ça. Mais ça devrait être 10$ avec des billets à porte au petit théâtre aussi. C'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Puis pour faire on a des jeunes qui reviennent de voyage d'Allemagne et de Pays-Bas.
Donc, à l'école, à chaque 2 ans, on a un voyage international. Ils sont allés au mois d'avril. Ils reviennent de là. Puis, un petit retour sur secondaire en spectacle. Nos jeunes qui sont allés au régional à Bécomo. Ils ont les très 3 bien fait numéros cette année. Il y en a qui vont provincial, là, de l'IASI. Dont Mia Simard, qu'on a parlé tantôt. Mia, Jacob, Angèle Fréchette. Dans le fond, les 3 numéros qui ont été présentés au régional sont ressortis avec un prix. 2 numéros se rendent au Pan québécois, puis un autre numéro pour le camp chanson. Hey, c'est leur année. Eux autres, c'est leur année. De Nashville à la secondaire en spectacle. En passant par cette île. Hein? En passant par la Côte-Nord. Mélissa Chénard, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Je rappelle que tu es responsable des communications et du développement, en plus d'enseigner à l'école privée, à l'IASI de cette île. Il y a aussi les festivités qui s'en viennent. Hein? C'est un anniversaire, un gros anniversaire aussi, du côté de l'IASI. On est en plein dedans, c'est nos 40 ans, on fait toutes sortes de belles publications historiques, on aura des petits punchs à dévoiler aussi, donc on nous suit éventuellement sur notre page Facebook, c'est le meilleur moyen. Ça se fait 40 ans. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. J'espère vous laisser un petit peu de temps aux étudiants pour étudier, justement. Il y a des examens aussi en juin. Assez vite. C'est pour ça que vous faites toutes les activités en mai. Exactement. Les examens, c'est juste en juin. Merci. Attitude. Absolument fan. Avec Maxime Lamontagne. Absolument fan. Vous êtes des vrais, des passionnés de hockey. Vous aimez tout savoir? Joignez-vous à moi en fin de journée pour les principales nouvelles du monde du hockey avec l'équipe du site absolumentfan.com. Des nouvelles de l'expansion de Las Vegas aux séries éliminatoires de fin de saison. En passant par les rumeurs les plus folles du web, rien ne va vous échapper et vous serez les premiers informés. Soyez au rendez-vous. Absolument fan. Du lundi au vendredi à 17h17 au 94.1. Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pure FM 94.1. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et pour notre chronique, la nouvelle d'intérêt. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'intérêt. On parle du projet Mine Arnaud. Encore la semaine dernière, là, il y a eu quelques gestes d'éclat. Les gens qui appuient le projet Mine Arnaud nous ont convoqués dans un entrepôt. Steve Chapado est avec nous pour cette chronique, la nouvelle d'intérêt. Bonjour Steve. Bonjour Jean, bonjour Valérie. Effectivement, l'intérêt pour Mine Arnaud à cette île, hein, on le sent dans toutes les sphères de la société. Exactement, il y a beaucoup d'intérêt actuellement parce que avant d'aller dans les démarches actuelles, encore une fois, comme à chaque semaine, je me permets un certain récupulatif au niveau du projet. Vous savez, en termes de coût de projet Mine Arnaud, au moment du BAP, là, c'est un projet d'environ 850 millions qui a été annoncé avec les hypothèses de l'époque. À l'automne dernier, mais suite au rachat des actifs de Cliff, il y a eu une étude à l'interne que Mine Arnaud a menée avec une firme d'ingénieurs qui venait justement officialiser une réduction du coût, à ce moment-là, avec les études préliminaires d'environ 82 millions de dollars, dont maintenant on parle d'un projet d'à peu près 770 millions de coûts. Et l'annonce qui a été officialisée là, il y a 2 semaines, déjà le 21 avril, c'était une étude de faisabilité qui, on n'a pas les détails, qui est entre les mains des actionnaires, mais la différence avec l'étude qui a été réalisée l'automne passé, c'est une étude de faisabilité officielle en vertu du règlement 4301 sur les renseignements sur les projets miniers. Ça, c'est une étude qui amène davantage d'informations, qui est très encadrée parce que, vous savez, dans l'industrie minière, il y a eu des scandales financiers dans le passé. Si je vous mentionne Bre-X, etc., où il y a des données de base sur la teneur du projet qui ont été falsifiées, qui ont amené une méga fraude sur les marchés financiers. Il y a des tricheurs partout. Donc, c'est réglementé au Québec. Il y a le règlement 4301 qui encadre de façon très précise la façon de présenter l'information, que ce soit au niveau du grand public, mais surtout qui sert aussi, mais quand on parle d'une étude de faisabilité financière, mais qui va servir éventuellement à lever des capitaux sur les marchés publics, notamment auprès des prêteurs et également auprès des investisseurs. Donc ça, c'est la grosse nouvelle de la dernière semaine. C'est ce que Investissement Québec attendait, c'est ce que les actionnaires attendaient pour pouvoir officialiser, aller plus loin dans le projet avec leur 3e actionnaire. Ouais, et ça, c'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Là, ça a été mentionné lors d'une rencontre avec le conseil municipal il y a une semaine, jour pour jour, aujourd'hui. C'est qu'il y avait effectivement un 3e partenaire
une compagnie minière capable d'opérer la mine à Sept-Îles. Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine dernière. Ben aussi, c'est que depuis juillet de l'an dernier, Investissement Québec s'affairait, même un démarcheur avait engagé un démarcheur pour faire un petit peu le tour du monde de l'apatite, pour voir s'il n'y a pas des acteurs intéressés. Oui, puis à la fois, mais ce qui est intéressant, c'est on pouvait pas, la société Minarno pouvait pas rien faire non plus sans non plus avoir l'étude de faisabilité pour pouvoir avancer son projet. Fait à la fois, la bonne nouvelle des dernières semaines, c'est on a maintenant l'étude de faisabilité en vertu de 4301. Ça, c'est chose faite. Et qui permet justement à un troisième acteur qui est en démarche actuellement pour inclure le groupe de Yara et d'Investissement Québec pour pouvoir justement lui voir poser les conditions de son entrée. Alors, pour ceux qui veulent du développement économique à Sept-Îles, dans cette période de fort ralentissement là qu'on connaît depuis 2 ans, les probabilités que Minarno fonctionne, Steve, à ton avis, à ce moment-ci, sont bonnes, là? Ben, sont excellentes. Disons qu'à l'heure actuelle, le gros élément, c'était l'étude des faisabilités. Et, comme annoncé par Investissement Québec, qui a été confirmé dans certains médias, mais on a une démarche qui, peut-être qu'en juin, on aura un positionnement des actionnaires de Minarno par rapport au financement du projet, qui est la deuxième grande étape. Parce qu'on peut pas, dans le milieu, Desjardins, demain matin, étudier une demande de financement bancaire pour financer un projet comme Minarno, mais ça prend absolument l'étude de faisabilité de 4301. Ça, c'est un obligatoire, donc on vient de l'obtenir il y a 2 semaines. À ce moment-ci, mais le troisième joueur identifié peut inclure le capital action de Minarno avec les 2 actionnaires actuels qui est le gouvernement du Québec pour environ le 2/3 et Yara qui a le 1/3 du projet. Ouais. Et si on ne nomme pas le troisième partenaire, faut bien comprendre qu'il y a une entente de confidentialité. C'est cette entreprise-là qui veut pas être identifiée pour l'instant. Les décisions finales sont peut-être pas définitives non plus, là. C'est un peu normal aussi, là, à cette étape-là, de garder certains secrets. Mais effectivement, parce que l'autre enjeu, c'est au-delà du financement, faut aussi avoir une convention d'actionnaires. Quels vont être les rôles et responsabilités de chacun des 3 actionnaires au sein de cette société-là? Et aussi, mais est-ce qu'on va avoir une gouvernance à la Alouette où il n'y a aucun actionnaire majoritaire ou qu'il y a un des 3 joueurs qui va vouloir avoir le contrôle du projet pour X raisons? Mais ce qu'on sait, c'est que le gouvernement ne veut pas, c'est donner le contrôle auprès d'un actionnaire qui, lui, pourrait prendre une décision de fermer le projet. On sait que c'est pas le rôle d'Investissement Québec d'opérer une mine. Sont surtout en situation d'être minoritaires au niveau de l'actionnariat. Donc, ce qu'on sait, c'est que Investissement Québec veut passer le relais à un des 2 autres joueurs, qui est soit Yara ou le 3e joueur, mais faire en sorte que le projet puisse aller de l'avant. Et ça, c'est très encourageant. Et là-dessus, je pense qu'on peut rien reprocher au gouvernement du Québec ou au ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan. Ils ont fait tous les efforts. Le Québec pouvait pas quand même opérer une mine d'apatite, là. C'est pas sa job, là. Ben, c'est le rôle d'un gouvernement, c'est d'appuyer, c'est d'appuyer les promoteurs qui veulent développer. Pour l'appuyer, être présent financièrement, sans en être le principal actionnaire. Exactement. Puis là, on arrive à l'étape où ce que nous, de façon locale, mais faut jamais baisser les bras non plus. Il faut toujours faire en sorte de rappeler au gouvernement l'importance de ce projet-là pour notre communauté, également pour le Québec. Et comme Investissement Québec le mentionnait dans une entrevue, ben c'est aussi ça vient réconforter des investisseurs. On parle du 3e investisseur, le fait que la population, que le milieu veut le projet. Et nous, ben c'est sûr que la démonstration de citoyens Minarno qui donnent leur appui au collectif Sept-Îles Agir Avenir, c'est une marche, c'est une autre marche qu'on franchit dans ce long escalier-là. Et on a une rencontre la semaine prochaine avec le ministre Arcan pour justement là parler de nouveau Minarno pour être sûr que les sous que Minarno aurait besoin pour prendre son envol sont bel et bien là. En terminant, on a senti que tout le milieu économique était derrière ces démarches la semaine dernière. Là, le retour sur la place publique du comité Oui à Minarno, la création d'un collectif Sept-Îles Agir Avenir. Ce qu'on veut démontrer, c'est que le projet est bienvenu finalement, qu'on n'en est plus nécessairement là où on était il y a 3 ans dans la campagne électorale. Là. Ben exactement. Je pense que ça c'est chose du passé. On est rendu à regarder vers l'avenir, à vouloir construire ce projet-là. En étant conscient que le volet environnemental est toujours très important, que il y a eu un décret qui a été signé avec des conditions, il y a un comité de suivi qui va être en place, donc c'est pas de laisser de côté le côté environnemental, au contraire, il faut travailler à la fois pour le développement économique
et l'environnement et la santé de la population. En conclusion, ça sent bon, on se croise les doigts, le projet Mine Arnaud pourrait être annoncé avant l'été? On va être très ferme que nous, on veut ce projet-là pour 2017. Pour l'été, que ce soit à l'automne, peu importe, c'est que pour 2017, avant l'automne, qu'on ait vraiment une réponse officielle du gouvernement et de l'ensemble des actionnaires que le projet, c'est Go Mine Arnaud. Eh bien, chroniqueur chez nous à la Bonne Nouvelle économique et directeur de la Caisse d'économie des mines, métaux et services publics Côte-Nord, Steve Chappado, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous. D'intérêt vous a été présenté par la Caisse d'économie des Jardins des Mines, métaux et services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Valérie, un gros merci pour la co-animation de Côte-Nord Attitude ce midi. On va te laisser aller te reposer après ta fin de semaine au salon et au gala. Oui, avec mon micro ouvert, effectivement, ça va toujours mieux. J'irai pas me reposer beaucoup parce qu'à 19h, on se retrouve ce soir dans les deux soirées. Mais écoute, le salon, ça a tellement été le fun que j'ai eu une dose d'énergie. Soyez pas inquiets pour moi. Demain, on a plusieurs sujets à Côte-Nord Attitude. On devrait parler, entre autres, avec le député de Bécomo que j'ai rencontré ce matin et également la députée fédérale Marilyn Gill qui devrait être en entrevue avec nous à Côte-Nord Attitude demain. Au revoir tout le monde.